Bonjour à toutes et à tous. Quelques éléments de contexte. On est à Lille, donc on est à l'opposé de Biarritz. Il faut donner quelques éléments de contexte. La ville de Biarritz, c'est 25 000 habitants, qui est surclassée 40-80 000, puisque nous recevons 3 millions de visiteurs par an. Nous passons d'une population de 25 000 à 100 à 120 000 l'été en saison. Ce qui est aussi important d'identifier, Biarritz bénéficie, vous le savez, d'un rayonnement international avec 7 grands festivals, que ce soit dans le domaine du cinéma, de la danse, du documentaire, de l'Amérique latine. Donc une grande attractivité aussi du fait d'un site remarquable, des espaces à protéger, un patrimoine à préserver. On parle régulièrement de l'hôtel du Palais, parfois en bien, parfois en mal. Mais c'est aussi une singularité de la ville de Biarritz de pouvoir avoir à préserver des bâtiments publics, des bâtiments classés, très proches de l'océan Atlantique. Politiquement, important aussi de donner cet élément de contexte, on est sur une maire qui est LR, positionnée sur un premier mandat, donc avec une équipe qui arrive en politique, pour certains d'entre eux. Et donc c'est un élément aussi à prendre en considération dans ces éléments de contexte. Quant à moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en position de directeur général des services, et donc j'ai été un observateur à la fois attentif, impliqué, sur la façon dont Biarritz organisait la transition écologique. Et à ce titre-là, sans véritablement que les élus puissent mettre des mots sur la façon dont ils procèdent, j'ai pu identifier finalement 3 modes de gouvernance sur 3 problématiques distinctes. Le premier mode de gouvernance, ça ne va pas vous surprendre, c'est la gouvernance multi-acteurs ou interorganisationnelle qui permet d'identifier sur la question de l'érosion et de la confortement des falaises la façon dont une ville comme Biarritz n'a pas les moyens de pouvoir s'engager sur 17 millions d'euros. C'est ce que nous coûte par exemple le façonnage ou le refaçonnage en quelque sorte de la côte des Basques, qui est un espace mythique, parce que c'est là où s'est inventé le surf, mais qui est aujourd'hui relativement dégradé du fait de la houle, du fait d'un sol qui est friable et qui aurait tendance, bien évidemment, à s'effriter au fil du réchauffement climatique. Il y a eu 2 phases dans cette démarche-là. Une phase qui était précédente au premier mandat, qui est au mandat de Madame le maire actuelle, qui était dans l'approche 2017-2020, avec des premiers ajustements qui ont été réalisés, avec des pérets, d'enrochement, qui a permis de protéger, dans un premier temps, la côte et les bâtiments communaux. Et puis dans une deuxième phase, celle du mandat actuel, il y a eu 2 temps d'action, 2 plans d'action. Un qui est de 4,5 millions d'euros, qui vise à construire un mur, voilà, type berlinois, béton de façade, et puis actuellement une deuxième phase, avec là aussi des renforcements par cloutage et de la renaturation de la côte des Basques, pour un montant d'1,5 million. Il y aura une 3e phase, et on en aura jusqu'en 2035, pour arriver à un montant total de 17 millions d'euros. On voit bien qu'à ce niveau de coût, une ville seule ne peut pas s'y engager. Et donc la ville bénéficie de l'appui du FEDER, donc de l'Europe, de la région, de la CAPB, donc la communauté d'agglo Pays Basque, et de la commune, avec une répartition 50, 20, 10, 20%. Ce qu'on peut dire sur ces éléments-là, si on essaye d'identifier à la fois les points de ressources et les points de limite de ce fonctionnement-là, les points de ressources, je l'ai dit, c'est la question de l'approche multi-acteurs avec les financements dédiés, même si le pendant plutôt négatif de ça, c'est que la ville a été obligée à un moment de suspendre ses travaux, du fait même que les financements de l'Europe n'étaient pas encore arrivés. C'est-à-dire que sur la première phase post-mandat, enfin ante-mandat, c'est-à-dire 2017-2020, la commune n'a toujours pas reçu le moindre financement de l'Europe. Donc ce qui met en délicatesse le prolongement des travaux et un risque de discontinuité finalement dans la protection de la côte des Basques et du trait de côte.
Autre limite, mais vous le percevez sur l'ensemble des autres politiques publiques, c'est que finalement le citoyen est assez loin du mécanisme, du fonctionnement de cette approche-là. La deuxième mode de gouvernance utilisé par la ville pour essayer d'opérer cette transition, c'est ce qu'on appelle la gouvernance par hybridation, c'est-à-dire au fond de voir comment on peut, à travers une action publique, essayer de trouver des partenaires privés pour penser la résolution d'un risque. Et là, fondamentalement, la ville s'est beaucoup appuyée sur une filiale de Suez, Rivage Protec, pour essayer de réguler les phénomènes de vague submersion. Chaque année, dès lors qu'il y a une tempête, la ville est en risque, les habitants sont en risque, les bâtiments communaux sont en risque, l'hôtel du Palais est en risque du fait de ces vagues submersion. Donc nous avons, dans une collaboration, une sorte de métamorphose hybride, travaillé avec cette filiale de Suez, avec son centre de recherche, et essayer d'identifier un modèle prédictif à partir de données d'entrée, sont la houle, les marées, la météo. On a essayé d'identifier potentiellement des risques qui faisaient qu'on arrivait 5 jours avant la tempête, de pouvoir identifier quel était le niveau de protection qu'on pourrait avoir. Ça va du refaçonnage de la plage, du régalage, en passant par la mise en place de big bags, soit simple, soit à double, soit à triple, en fonction du niveau de tempête. Et ça, on arrive à l'ajuster, le réguler, heure par heure. Et on a eu à essuyer quelques tempêtes cet hiver, et à chaque fois, on s'en sort relativement bien grâce à ce modèle prédictif, qui est un modèle qui est intéressant parce qu'il est toujours en recherche d'amélioration continue. Aujourd'hui, il existe essentiellement, vous avez compris, peut-être pour ceux qui connaissent Biarritz, sur le secteur de la Grande Plage, avec le casino municipal qui va être protégé et l'hôtel du Palais, donc avec là les big bags qui sont positionnés. Mais on n'est pas à l'abri dans les temps futurs, du fait même du réchauffement climatique, d'avoir ce type de risque très fort sur d'autres secteurs de la côte et du territoire biarro. Et donc on est en train, avec Rivage Protec, d'essayer de rechercher et d'étendre ce modèle-là à d'autres secteurs de ville qui pourraient être potentiellement impactés. Le caractère très positif de cet aspect-là, ça rejoint ce qu'on a vu dans le documentaire, c'est que la technologie, la gestion des données, une carrière d'ingénieurs travaille pour nous pour essayer de protéger la ville et ses habitants et la rendre la plus sûre possible. Donc ça, c'est le côté très enthousiasmant de l'affaire. Finalement, on travaille à une métamorphose de l'action publique et c'est en ça que cette gouvernance par hybridation est intéressante. La difficulté, c'est que face à une équipe politique qui est relativement jeune dans son mandat, c'est que finalement, elle peut être ce modèle coûte cher, 100 millions d'euros. 100 000 euros, pardon, excusez-moi. 100 millions d'euros, c'est pas possible. 100 000 euros, mais c'est quand même un coût en termes de prestations assez important. Et forcément, quand on voit le rapport du nombre de tempêtes par rapport à ce qu'on dépense, c'est forcément toujours interrogé par nos élus qui s'interrogent sur l'intérêt, sur cette démarche-là, alors que finalement, on pourrait avoir des indicateurs par Météo France qui pourraient peut-être nous permettre de fonctionner fondamentalement sans ce centre de recherche. Donc on voit bien qu'il y a toujours la nécessité de faire ses preuves par rapport à ce modèle-là, qui nous coûte, malgré tout. Enfin, le troisième, qui est le plus singulier que j'ai découvert à Biarritz. Les deux premiers nous étonnent peu, je pense qu'ils vous étonnent peu, ils m'ont peu étonné. Le troisième m'a un peu plus étonné. Et en même temps, c'est un vrai invariant du côté de Biarritz, c'est la gouvernance par réseau. Biarritz, du fait de son attractivité, de ses structures pour accueillir tout type de congrès, va accueillir bon nombre d'associations, de think tanks, de démarches pour essayer de réfléchir à la façon dont on peut protéger l'océan. Alors ça se fait soit par des réseaux d'élus politiques, l'ANEL par exemple, soit par des réseaux scientifiques comme Biomarine ou comme Air Marine, voilà, des structures qui sont là plutôt pour penser la question de la conservation de la biodiversité au niveau de l'océan. Et puis dans une démarche aussi philanthropique, avec beaucoup d'artistes qui s'engagent pour la nature, pour l'écologie, et qui trouvent à Biarritz l'occasion de se faire connaître et de partager leurs idées pour essayer de les repositionner au sommet de l'agenda politique local. Cette démarche est forcément intéressante parce qu'elle met le projecteur sur Biarritz, mais
malgré tout, et ça rejoint la première partie de notre échange de la première table ronde, ça m'a beaucoup interrogé sur l'évaluation qui en est faite. Finalement, beaucoup de réseaux, mais au fond, où va le véhicule du réseau? Et ça, on n'arrive pas trop à percevoir la finalité de la démarche, de voir où ça nous mène, de voir combien ça coûte et ce que ça nous rapporte. Et là, j'ai quelques interrogations, bien évidemment, sur cet aspect-là. Pour vous dire qu'au final, et pour en terminer sur cette brève intervention, vous dire que ces 3 modes de gouvernance, finalement, ont produit malgré tout leur effet. 4 ans après que Madame le maire ait été élue, il y a eu la décision d'organiser les assises de l'environnement à Biarritz. Et donc là aussi, on retrouve des ferments de ce qui a été discuté lors de la première table ronde, où on voit bien que les citoyens ont été dans une démarche de réflexion, on les a associés à des recherches de solutions. Et cette réflexion-là a permis d'aboutir sur l'élaboration d'une stratégie des transitions, premièrement. Et deuxièmement, a permis aussi de Madame le maire de pouvoir préciser qu'un conseil écologique citoyen allait voir le jour. Donc il a fallu, au regard de cette volonté politique très forte, dans cette deuxième partie de mandat, que notre administration s'organise elle aussi en interne, en modifiant son organisation, en essayant de mettre les transitions plus en avant. Et aujourd'hui, on est en train de dire que le train de ces transitions est en train de partir avec une stratégie qui est en train d'être élaborée, des citoyens qui sont investis, une administration qui a évolué et une recherche de pouvoir former à la fois les élus et les agents, les 900 agents de mon administration, à ces enjeux de développement durable. Voilà, donc on est plutôt sur la bonne voie, on va dire. C'est très tardif, mais on voit bien que l'accumulation de ces 3 modes de gouvernance, multi-acteurs, par les réseaux, par l'hybridation, a permis l'émergence, finalement, de cette prise de conscience collective, aussi bien politique qu'administrative et partenariale, pour faire en sorte d'aboutir à une stratégie des transitions. Je vous remercie pour votre attention.